Imaginez, samedi soir, minuit, un copropriétaire rentre chez lui après un dîner entre amis et remarque une importante fuite au plafond. L'eau commence à s'accumuler et la situation l'inquiète. Dans une copropriété classique, à cette heure-là, il n'aurait guère d'autre choix que d'attendre lundi ou de chercher lui-même un prestataire en urgence. Mais ce soir, il appelle son service de gestion. Et c'est un agent Yampa qui décroche. Bonjour, je suis Mandy, l'assistant virtuel de Manda. Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai une fuite dans mon appartement. Du coup, j'ai pas mal d'eau qui vient de mon plafond et j'aimerais bien qu'il y ait une intervention qui se fasse rapidement. D'accord. Vous souhaitez signaler une fuite d'eau. Nous allons traiter cela rapidement. Pouvez-vous me dire si vous savez d'où provient la fuite exactement? Est-ce que vous pouvez voir la source de la fuite ou avez-vous remarqué des indices? Non, je vois pas la source de la fuite, c'est vraiment au niveau du plafond. Mais je sais pas d'où ça vient, c'est au niveau du plafond. Je comprends. Est-ce que vous êtes au dernier étage de votre immeuble? Cela pourrait nous aider à déterminer si la fuite provient du toit ou d'une canalisation commune. Je suis pas au dernier étage, j'ai un voisin qui est au-dessus de moi et j'ai contacté, il m'a dit que lui, il n'avait aucun dégât chez lui, pas de signe de dégâts des eaux, donc je pense que c'est vraiment entre les deux étages. Merci pour ces précisions. Il semble donc que la fuite pourrait provenir d'une canalisation commune. Comme la situation est urgente, nous allons prévoir une intervention. Je vais vous demander quelques informations supplémentaires. Êtes-vous prêt? Allez, ouais. Pouvez-vous me donner votre nom de famille en lettres, s'il vous plaît? C'est Duval, D-U-V-A-L. Merci, monsieur Duval. Pouvez-vous me donner l'adresse complète de votre propriété, y compris la ville et le code postal? Ouais, c'est 3 rue Saint-Michel dans le 17e à Paris. Merci. J'ai trouvé une copropriété au 3 passage Saint-Michel dans le 17e arrondissement de Paris. Est-ce bien cela? Ouais, c'est ça, passage Saint-Michel, ouais. Merci pour la confirmation. Pour faciliter l'intervention, pourriez-vous me communiquer le ou les codes d'accès à votre résidence? Il n'y a pas de code d'accès, il faut sonner à l'interphone Duval. Merci pour ces informations. Pour résumer, vous êtes monsieur Duval et vous appelez pour votre copropriété située au 3 passage Saint-Michel, Paris 17e. Vous constatez une fuite d'eau qui s'écoule depuis votre plafond et la situation est urgente. La source probable est une canalisation dans les espaces communs. Vous souhaitez une intervention le plus rapidement possible et l'accès à la résidence se fait en sonnant à l'interphone Duval. Votre demande nécessite une intervention rapide et nous allons contacter un prestataire pour prévoir une intervention. Nous vous préviendrons par SMS quand le prestataire aura accepté l'intervention. Je vous remercie pour votre patience et votre coopération. Passez une excellente journée. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, vous avez pu assister à un appel assez classique dans les copropriétés gérées par Manda depuis la mise en place de Yampa. Nous allons vous parler de ce cas d'usage avec 3 intervenants. Donc, nous avons 2 personnes de Yampa, Alexandre et Patrice. Et nous avons le CPO de Manda, qui est Quentin. Je vais les laisser présenter déjà les 2 sociétés et vous parler un peu des problématiques initiales. Je te remercie. Donc, bonjour à tous. Manda, aujourd'hui, c'est le 9e acteur de l'immobilier, pardon. On est issu de la fusion il y a 1 an de Flatlooker et de Hello Syndic. Donc Flatlooker, activité de gestion locative, Hello Syndic, activité de syndic de copropriété. On a pour ambition de passer dans le top 5 dans les 5 prochaines années, donc en multipliant par 5 notre chiffre d'affaires. Et on est actuellement 200 collaborateurs, dont à peu près 30 à la tech, donc à la fois au produit, au design et en tant que développeur évidemment. Notre vision, c'est d'accompagner toutes les histoires immobilières de nos clients et donc pour leur permettre de se sentir bien chez eux. On est un one-stop shop de l'immobilier, donc ce que ça veut dire, c'est qu'on est un administrateur de biens et donc on propose tous les métiers traditionnels de l'administration de biens, le syndic de copropriété, la gestion locative, la vente, donc les transactions immobilières et les travaux de rénovation, qu'ils soient énergétiques ou non. Et donc notre stratégie, c'est notamment d'avoir une expérience client 5 étoiles, à la fois en physique et en digital,
et de permettre d'avoir une croissance qui soit saine, et donc pour cela d'optimiser au maximum nos coûts et d'avoir la meilleure efficacité opérationnelle possible. Et donc on a une organisation très propre là-dessus et très efficace pour scaler le plus rapidement possible. Et donc la problématique qu'on rencontre en tant qu'administrateur de biens, c'est que nos clients, qu'ils habitent dans un immeuble, dans une maison, peu importe, ils peuvent avoir des urgences qui se déclarent la journée, dans le meilleur des cas, et la nuit et les week-ends dans le moins bon des cas. Et donc ça fait vraiment partie de l'expérience client qu'on veut proposer chez Manda, d'avoir de la réactivité dans toutes ces situations. C'est vraiment un must-have. Et donc pour ça, on a une astreinte téléphonique. On avait une astreinte téléphonique avec un agent dédié. Mais c'est un dispositif qui a un fort coût pour pour assez peu de vraies urgences au final, puisque dans 30% seulement des cas d'appel en astreinte, c'est des réelles urgences. Et donc le travail qui est demandé à notre agent d'astreinte, c'est principalement de la qualification, de la réorientation des demandes. Et donc à la fois de par nos origines tech, dès la création de Hello Syndic et Flatlooker, mais aussi parce qu'on veut déployer comme modèle, on a assez naturellement fait appel à Yampa, qui est un acteur innovant sur le sujet pour adresser cette problématique. Et je crois que Patrice de Yampa va nous en parler. Merci Quentin. D'abord, je voudrais te remercier de participer à cette conférence, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'expérience d'un client et l'angle de vue qu'on a souhaité avoir dans cette conférence, c'est quand même d'être extrêmement transparent sur ce qui marche et ce qui ne marche pas quand on déploie at scale un agent IA vocal, puisque aujourd'hui ça fait 5 mois que ça tourne et on a géré plusieurs milliers d'appels, donc on commence à peu près à comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc 2 mots sur Yampa. On est au stand D47 si vous voulez venir nous voir. Nous, notre vision, c'est que grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, vous allez pouvoir, vous, en tant que marque, viser des niveaux de service quasiment inimaginables jusqu'à maintenant. Et nous, notre ambition, c'est de pouvoir vous fournir et piloter des agents IA autonomes qui vont être capables de gérer de bout en bout des demandes clients. Et quand elles ne savent plus faire, en fait, elles vont être capables d'escalader vers vos équipes, que ces équipes soient outsourcées ou insourcées. Les bénéfices sont évidents en termes de joignabilité, de délai de réponse. Et évidemment, en parallèle, ce qu'on vise avec nos clients, c'est de travailler sur les OPEX et de réduire assez massivement les OPEX. Merci pour cette présentation. On va passer assez rapidement au cas d'usage. Donc, comment ça s'est mis en place de manière assez concrète. Ouais, merci Quentin. Il s'appelle aussi Quentin, c'est pas pour vous embrouiller. Donc, au niveau de la problématique qu'on a rencontrée sur ce cas d'usage, déjà tout le monde sait que l'immobilier, ça tient une place spéciale dans le cœur des Français. Ils y sont particulièrement attentifs, exigeants. C'est un des sujets préférés dans les discussions de famille entre amis. Et nous, notre métier en tant qu'administrateur de biens, c'est de gérer des appartements, des maisons, des copropriétés qui peuvent être d'ancienneté très différentes, de taille très différente, d'état de santé très différent. Et donc pour ça, on doit être joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour être réactif en cas de problème. Et donc là, on va faire un petit zoom sur le cas des copropriétés, qui est les copropriétés, donc qui est le cas d'usage qu'on a déployé avec Yampa. Et donc dans les copropriétés, comme je vous expliquais déjà en introduction, on a des problèmes urgents qui peuvent se produire à tout moment dans les parties communes d'une copropriété. Donc, par exemple, je peux avoir les portes du parking qui se bloquent, donc personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, c'est embêtant. Une fuite d'eau, une panne d'électricité, une coupure d'eau dans l'immeuble, un ascenseur qui est en panne. Et donc dans tous ces cas-là, il faut pouvoir être hyper réactif pour le client et envoyer quelqu'un intervenir. Et donc ce que je vous expliquais en introduction tout à l'heure dans nos problématiques, c'est que il faut qu'il y ait quelqu'un qui qualifie la gravité du problème, sa localisation, s'assurer que oui, c'est mieux. S'assurer que la personne qui nous appelle est bien copropriétaire dans une de nos copropriétés, voir quelle est la procédure dans ce cas-là, escalader et nous transmettre à un artisan pour intervention. Et donc ça peut se produire la nuit et les week-ends notamment. Et donc on avait une personne d'astreinte qui, sur ces périodes-là, pouvait être réveillée au milieu de la nuit pour traiter une urgence, ou juste parfois pour des renseignements aussi, parce qu'il y a un numéro de téléphone, donc les gens appellent, tentent leur chance.
Et donc, ce qui ressort, c'est que le rôle principal de cette personne-là, c'est de qualifier, d'orienter les appels vers les bons intervenants. Et donc, ça représente un dixième de nos appels mensuels à peu près, les appels d'astreinte. Et sur ces 10% d'appels en astreinte, seulement 30% sont des vraies urgences, comme je vous expliquais. Et donc, pour l'anecdote, on a un client qui nous a appelé à 2h du matin parce qu'il était insomniaque pour nous poser des questions sur ses appels de fond. Je pense que l'agent d'astreinte était ravi d'être réveillé pour ça, mais en tout cas, voilà, ça permet aussi de filtrer ce genre d'appel, de mettre en place une solution par IA. Et donc la question qu'on s'est posée et qu'on a voulu traiter avec Yampa, c'est quelle solution bonne en termes de qualité d'expérience client, en termes de qualité de service, simple à mettre en œuvre et qui nous permet de réduire nos coûts, on pourrait mettre en place. Et donc c'est là que Yampa nous a parlé des agents IA, et on va voir plus en détail avec Alexandre comment ça fonctionne. Effectivement, vous m'entendez bien. Comment ça fonctionne? Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est en fait un véritable agent autonome qui est en fait capable de comprendre, de qualifier, de décider et de prendre des actions. Donc l'idée ici, c'est de vous expliquer un peu finalement ce qu'il y a un peu derrière cette plateforme d'orchestration d'appels de bout en bout. Donc en fait, on a l'appel qui va arriver donc, sur le service de téléphonie de notre client, Manda en l'occurrence. La question, ça va être est-ce qu'il arrive en dehors des horaires d'ouverture. Donc si c'est le cas, l'appel va être transféré directement à la plateforme Manda. Et si le numéro est reconnu, cela va faciliter la prise en charge, mais on est capable nous-mêmes en fait, de se connecter à la plateforme de notre client pour reconnaître le numéro. Donc ça va nous permettre d'identifier l'appelant par appel API et comme je l'ai dit, de faciliter la prise en charge. Si ce n'est pas le cas, donc comme dans la démo que vous venez d'entendre, l'agent va être capable, pendant l'appel, de retrouver cette copropriété sur base de l'adresse qui va être partagée par le client dans le flow de la conversation. Vient ensuite la question de la qualification de la demande. Donc ici, quel est le problème? Est-ce une fuite, une panne d'ascenseur, un problème d'ouverture de porte, une coupure d'électricité? Donc ici, l'IA va suivre un scénario précis, donc qui va être construit à partir des règles métiers de notre client, afin de déterminer si la situation est, le degré d'urgence. Donc si le problème est jugé urgent, la plateforme va entrer dans une logique plus poussée. Donc ici, elle va faire de la vérification technique, dans le cadre d'une problématique de fuite d'eau, par exemple. On l'a vu, on a pris un exemple rapide, mais on peut aller assez loin dans les vérifications pour caractériser l'urgence. On va être aussi capable de vérifier des informations sur la copro en temps réel, par exemple l'existence d'un contrat de maintenance qui vont pouvoir faciliter la prise en charge du prestataire. Donc on va pouvoir, comme je l'ai dit, identifier la copropriété, effectuer le traitement et clôturer l'appel. Mais ce n'est pas fini, donc ce que vous n'avez pas entendu dans la démo, c'est ce qui se passe après. Donc après, on va avoir en fait un second agent autonome qui va prendre le relais et qui va être capable lui-même, en autonomie complète, d'appeler un prestataire pour pouvoir se charger de l'intervention. On l'a entrevu aussi à la fin de l'échange, donc il va y avoir un email de confirmation qui va être envoyé à Manda pour le suivi de l'intervention et un SMS qui va être envoyé au client pour lui confirmer l'intervention. Donc voilà, ce que ce schéma montre, c'est que notre plateforme ne se contente pas de comprendre un appel, elle va agir de manière orchestrée, se connecter aux outils de Manda, à ses données et de comprendre en fait ces processus métiers. Donc elle le fait de façon contextualisée, il n'y a pas de script figé, avec une capacité d'adaptation en fait à des cas concrets. Donc c'est ce qui va permettre en fait à l'agent de traiter une situation comme celle de la démo avec une certaine fluidité. Donc maintenant qu'on a vu un peu ce qu'il y avait derrière cette plateforme d'orchestration, on va essayer de vous présenter un peu ce que ça implique d'un point de vue déploiement, d'un point de vue projet. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça en fait c'est pas construit en un seul bloc, c'est le fruit d'un déploiement progressif par itération, en collaboration étroite avec les équipes de Quentin, à la fois sur la partie IA et sur les aspects métiers. Et tout ça, en fait, ça commence par une phase de cadrage. Et donc, au niveau du cadrage, on a lancé le projet à la fin de l'été 2024. Donc, le contexte, c'était une volonté d'améliorer notre efficacité opérationnelle, de réduire les coûts. Et on avait un élément favorable, quand même, il faut le souligner, qui était on avait une mutualisation de nos prestataires en cours.
Donc on passait par un facility manager qui centralisait toutes nos interventions d'urgence. Donc ça permet aussi de faciliter derrière l'output de côté Yampa. Et donc l'objectif initial qu'on s'est donné en termes de cadrage, c'est assurer une astreinte téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pour autant avoir une personne en veille permanente. Et ça peut paraître simple, mais derrière, il y a une réalité métier assez complexe, qui est qu'on peut avoir des situations hyper variées, des types de processus à respecter hyper variés, l'urgence à qualifier qui n'est pas forcément toujours facile à détecter, et derrière, identifier le bon prestataire. Donc là, il y en avait un seul, mais au moins le bon corps de métier pour intervenir sur la problématique. Ouais, donc effectivement, ici, c'est vraiment la phase où on essaie de se poser toutes les bonnes questions. Comment identifier la plan, quel type d'appels vont pouvoir être pris en charge, quels sont les cas finalement qui vont ne pas devoir l'être, et comment escalader certaines situations que l'agent ne va pas pouvoir traiter directement. Donc, et on l'a vu en fait, dans ce cas d'usage-là, la caractérisation de l'urgence de la situation est importante. Donc c'est aussi une vraie question à se poser, comment on définit ça. Une autre question typique, c'est le prestataire en fait, qui va prendre en charge l'intervention. Quelles sont les informations qu'on peut lui procurer pour faciliter l'intervention. Donc tout ça, c'est des questions en fait, qui vont nous aider à détourer un peu le sujet ensemble. Et c'est une étape qui est souvent sous-estimée, mais lors de laquelle en fait, va se jouer une grande partie de la réussite du projet. Les scénarios d'appel doivent être bien cartographiés, les règles métiers spécifiées, et je pense que c'est aussi la bonne étape pour se fixer des objectifs et des indicateurs clés de succès. Donc une fois qu'on a fait cette phase de cadrage, vient la phase de design, et qu'on pourrait appeler ici design conversationnel également. C'est ici qu'on va construire l'architecture des dialogues, qu'on va anticiper les réactions des utilisateurs, qu'on va choisir les formulations, ce qu'on appelle parfois le tone of voice. Donc concrètement, c'est ici qu'on va structurer les étapes clés en fait, de l'appel et du flow. Et c'est très concret en fait. Donc c'est comment amener un appelant à exprimer clairement son besoin, comment gérer les silences, comment gérer les hésitations, voire parfois la confusion ou le mécontentement, et garder un ton rassurant tout au long de l'échange. Et là, concrètement, côté mandat, on a été embarqué par Yampa avec notre consentement dans des ateliers de design des processus. Donc on a réécouté des appels clients et on s'est rendu compte que finalement c'était hyper important d'avoir une IA qui est capable de gérer, qui corresponde à nos réalités terrain, qui soit capable de gérer des problématiques complexes et pas juste des réponses un peu plates et standards. Et donc ça nous a permis vraiment de designer de manière assez précise que faire dans quel cas, sachant que l'IA est capable aussi, pas d'improviser, mais en tout cas de s'adapter à des situations non identifiées, mais on a essayé d'en baliser un maximum. Et donc derrière, on est passé en phase de développement. Je crois que tu voulais nous en dire un mot, Alex. Oui, donc si les étapes précédentes ont été bien maîtrisées, cette phase, ça doit être globalement une phase d'assemblage. Et ici, notre objectif, ça va être de créer une solution qui va s'intégrer facilement à l'écosystème de notre client, à ses outils métiers. Il ne s'agit pas en fait, simplement d'automatiser un appel, mais il faut que chacune des informations qui soient captées soit exploitable dans le système de gestion de notre client, que les vérifications métiers puissent s'opérer aussi en temps réel, et que les actions déclenchées, comme celle de l'appel d'un prestataire, soient parfaitement orchestrées. Et là, c'est une phase où nos équipes tech ont été mises à contribution. Je remercie Yacine au passage, qui a été hyper réactif là-dessus. Et donc concrètement, on a dû créer une API from scratch, l'adapter, ajouter des informations. Et en fait, on a simplifié l'accès à ces données pour Yampa. On a tout mis dans une seule API. Derrière, ça vient de beaucoup de sources de données différentes qu'on a agrégées nous-mêmes dans cette API. Et donc ça nous a aussi permis de nettoyer un peu nos données, les sources, de clarifier qu'est-ce qui est où, etc. Et moi, ce que je retiens dans tout ça, la phase de développement, c'est clairement pas le plus long. Le plus long, c'est identifier ce qu'on veut faire, quelles infos il faut transmettre, comment on les récupère d'un point de vue technique. Et le développement de l'API en tant que tel, ça a pris vraiment 2-3 jours, je pense, au total en cumulé. Oui, effectivement. Et derrière, très important, ce qui va venir en suivant, c'est une phase de test. Donc l'IA, on l'a dit, c'est pas magique et c'est rarement parfait du premier coup. Donc une fois que la solution opérationnelle, on va dire, est prête, on va passer à cette phase de test approfondie. Et ici, on va vraiment vérifier que toutes les connexions fonctionnent. Donc on va parler de tests d'intégration assez poussés, que les cas limites soient bien traités et que les déclenchements, comme celui par exemple de l'envoi du SMS ou de l'email, sont correctement effectués pour chacun des scénarios identifiés.
Donc on va aussi tester lors de ces tests la voix, la clarté des formulations, les prononciations. On sait que parfois l'IA a des prononciations particulières. Donc on va faire tous ces petits réglages et potentiellement aussi découvrir lors de ces tests des scénarios qu'on n'avait pas envisagés et corriger. Donc l'itération à ce stade, elle est essentielle et à chaque fois, en fait, chaque boucle d'itération, ça va nous permettre de nous rapprocher de cette phase de Go Live. Et puis Alex vous a parlé des tests entre guillemets techniques, un peu fonctionnels, mais il y avait aussi l'adoption métier qui était importante. Et donc on a impliqué finalement nos opérateurs pour s'assurer qu'ils étaient à l'aise avec le comportement de l'IA, que c'était raccord avec ce qu'ils faisaient d'habitude. Avant de pouvoir se lancer en production. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait un peu un double travail de l'agent IA en plus de notre agent d'astreinte. Donc pendant 1 mois et demi, c'est l'IA qui traitait les appels, qui les catégorisait et qui faisait un compte rendu à l'agent d'astreinte qui le lendemain rappelait le client pour s'assurer que les informations étaient correctes et décider ou non de lancer l'intervention. Et donc une fois qu'on a eu suffisamment confiance, on s'est dit c'est bon, les cas sont bien traités comme on veut. On a retiré la validation humaine et l'agent, comme expliquait Alex, l'agent IA lance directement les interventions, appelle directement les services de nos prestataires, notre partenaire pour lancer les interventions. Et donc ça c'est la partie test et derrière on est passé en mise en production. Et donc c'est pas juste appuyer sur un bouton la mise en production, enfin techniquement si, mais en pratique il y a plein d'autres choses à faire. On doit préparer nos équipes, préparer les prestataires, leur expliquer le changement de processus, dire à nos clients que ce service est disponible, les informer que c'est une IA qui va répondre et voilà, préparer vraiment le terrain. Et je pense que le plus gros du travail, c'est préparer le client et donc lui expliquer que c'est bien une IA à qui il est en train de parler, faire des itérations sur la voix comme expliquait Alex pour avoir le résultat le meilleur possible. Tout en ne tombant pas dans l'écueil d'essayer de se faire passer pour un humain parce que personne n'y croit et c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de traiter la demande du client, c'est pas de lui faire croire que c'est un humain qui lui parle. Et après ça, donc on a suivi tous nos KPI suite au lancement. Tu veux en dire un mot, je crois? Oui, effectivement. Donc, on va suivre avec attention la prise en charge des premiers appels au moment du Go Live. Donc, ici, on va parler de période d'hypercare. On va être très proche de notre client et de ses équipes et suivre vraiment ce qui se passe à la minute presque. Et on va pouvoir avoir un premier regard critique sur les KPI qu'on s'est fixés. Donc dans ce cas-là, en fait, c'était le taux d'engagement, la durée des appels, le taux d'intervention jugée urgente et le taux de prise en charge globale. Et comme je l'ai déjà dit, mais ici vraiment c'est encore le cas, on a cette boucle d'amélioration continue qui va durer en fait tout le long de l'après. Les appels sont enregistrés lorsque les clients l'acceptent et on va pouvoir en fait comprendre in situ encore plus de choses et des nouveaux cas et itérer, affiner le comportement de notre IA et enrichir en fait les scénarios. Et puis côté mandat, on a pu, grâce au retour de nos clients et l'écoute des enregistrements et des chiffres, identifier des pistes d'amélioration. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne transmettait pas assez d'informations à l'agent IA pour traiter tous les cas. Parfois, il lui manquait certaines précisions. Et donc, on a vraiment enrichi l'API. Un exemple, on a transmis à Yampa tous les contrats d'assurance détenus par la copropriété. Et donc, ça permet de dire oui, dans tel cadre, dans tel type de problème, la copropriété est assurée chez AXA, par exemple. Voilà le numéro de contrat et vous pouvez lancer l'intervention. Donc, ça permet d'éviter de lancer des interventions alors qu'il ne faudrait pas, entre guillemets, ou de ne pas les lancer parce qu'on n'a pas l'information. Donc ça, on a pu itérer grâce au retour des clients et aussi mieux identifier l'appelant. Parce qu'au début, on se basait par exemple que sur l'adresse et donc on a enrichi ces informations de numéro de téléphone, d'email, restructuré le champ adresse, etc. Voilà, on a vraiment enrichi pour améliorer la performance. Donc c'est une boucle d'itération qui est hyper importante. Et donc au global, on n'a pas fait de slide là-dessus, mais ce que je retiens, c'est qu'on a des résultats vraiment hyper satisfaisants. On a 65% de nos appels, enfin des appels reçus, qui déclenchent une interaction avec le client et l'agent. Donc globalement, on dit au client, est-ce que vous voulez parler avec une IA et la personne répond, on ne raccroche pas tout de suite, en gros. Et donc les retours qualitatifs qu'on a, c'est que l'expérience est fluide, rassurante. Et globalement, les clients sont vraiment satisfaits de l'interaction avec l'agent. Ça nous a permis de filtrer 73% des demandes non urgentes. Donc on évite les demandes sur les appels de fond à 2h du matin, par exemple. Et aujourd'hui, ça représente environ 100 appels par semaine traités par l'agent IA.
Et donc c'est devenu vraiment un service clé de notre expérience client en dehors des horaires d'ouverture, puisque on a vraiment 100% de décroché sur ces périodes d'astreinte, avec des pics plutôt le matin entre 8h et 9h et 19h 20h le soir, et évidemment les week-ends. Et donc last but not least, on a aussi pu réduire nos coûts pour l'astreinte par 3. Donc plutôt que d'avoir un agent entre guillemets à temps plein qui répond aux appels, on a divisé par 3 grâce à Yampa nos coûts. Et donc globalement, on est super content des résultats. Mais évidemment, rien n'est magique. Donc, on a essayé de décortiquer pour que ça soit le moins magique possible. Mais on y revient dans une dernière partie qui est le retour d'expérience. Merci à tous les deux pour ce beau témoignage. Comme vous avez pu le voir, c'est pas magique. On n'est pas arrivé là du jour au lendemain. Vous avez vu les 5 étapes de déploiement. Il y a eu pas mal d'apprentissage pendant ces déploiements et je vais redonner la main à Alex et Quentin pour vous en parler. Ouais, déjà côté mandat, moi ce que je retiens, alors avant d'entrer dans le détail du use case qu'on a fait en termes de retour d'expérience, ce que je retiens c'est que il y a beaucoup d'articles sur l'IA tous les jours, c'est un sujet qui buzz dans tous les sens, tous les stands ont le mot IA sur leur devanture, mais au final on a quand même assez peu de cas concrets en production sur l'IA, notamment sur les IA en contact avec le client, puisque les entreprises sont plutôt prudentes sur le fait de mettre en relation un agent IA avec le client final. Donc il y a pas mal de use cases internes, mais assez peu de use cases clients. Donc à titre personnel, pour Manda, je suis très fier qu'on soit un des premiers dans le secteur de l'immobilier à déployer ce genre de cas d'usage en production, fidèle à notre ADN de pionnier et de PropTech. Sur le projet plus spécifiquement, sur le métier, ce que je retiens, c'est que, je vous en ai déjà un peu parlé, mais on a eu besoin de préciser, d'expliciter nos processus internes, parce que il fallait être très clair pour l'agent IA de que faire dans tel cas ou que faire dans tel cas. Et c'était pas toujours hyper clair, même pour nous en interne, donc ça nous a permis de clarifier tout ça, d'identifier des données importantes à transmettre à l'agent. Je vous en ai aussi un peu parlé. Mais surtout, la qualité des données clients, c'est quelque chose qui est quand même important, parce que derrière, si on est incapable d'identifier le client qui nous appelle, c'est un problème. Pour l'anecdote aussi, on a essayé de déployer cet agent d'astreinte en journée. En journée, ça marche moins bien, parce que les clients savent qu'il y a un agent derrière qui peut répondre. Ils demandent à parler à l'agent, et donc finalement, on se retrouve à payer 2 fois, entre guillemets, l'interaction avec l'agent IA et l'interaction avec notre agent à nous. Et donc c'est pas hyper efficace en journée. Et donc il y a des cas d'usage où c'est vraiment beaucoup plus adapté, comme l'astreinte. On a aussi rencontré quelques difficultés techniques avec notre partenaire pour la solution de téléphonie, des limites qu'on a dû contourner plus ou moins facilement avec Yampa. Et ce que je retiens aussi sur la collaboration avec Yampa, c'est que au global, ils sont hyper réactifs, hyper adaptables. Et on a établi, je pense, une relation de confiance du quotidien. On va vous en parler un peu après, mais on a d'autres projets en cours. Et il y a une bonne qualité des intervenants, je trouve, côté Yampa. Et voilà, sur un petit downside, on n'avait pas assez de reporting au début, suite au lancement, mais c'est quelque chose qu'ils ont corrigé hyper vite. Et donc on a eu beaucoup de chiffres et on a permis de suivre vraiment l'activité de manière efficace. Et donc, si je dois conclure sur ce bilan, ce que je retiens, c'est que les clients sont agréablement surpris et satisfaits. Et donc finalement, c'est une automatisation qu'on a réussi d'un processus à faible valeur ajoutée pour nous à très forte valeur ajoutée pour le client. Et un succès organisationnel aussi, puisqu'on est 3 fois plus efficace sur nos coûts d'astreinte. On a déployé le projet rapidement et les clients sont contents. Donc au global, tout le monde est content. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, côté Yampa. Alors de notre côté, on retient une chose essentielle, et je pense qu'on l'a un peu martelé aujourd'hui, c'est que l'IA n'est pas magique. Elle est très, très performante, comme vous l'avez entendu et comme Quentin le décrivait. Mais c'est pas magique. Donc, ce qui va faire en fait la réussite du projet, c'est vraiment la qualité de l'intégration, de l'orchestration, la clarté des règles métiers, comme tu l'évoquais, et la capacité, alors ça paraît simple, mais la capacité de travailler main dans la main avec à la fois le client et nos équipes. Donc la difficulté principale n'est pas technique, et elle va venir en fait de la coordination, de la disponibilité des données, ou la formalisation en fait des processus, qui prend du temps et qui parfois ne sont tout simplement pas explicités en fait chez le client. Et c'est justement en fait l'intérêt de ces phases qu'on a vues de cadrage
et d'ajustement où beaucoup de choses vont se jouer. Autre point clé, l'IA, ça ne s'improvise pas. Donc si on ne borne pas le comportement de l'IA, il y a des risques. Des risques qu'elle n'agisse pas ou qu'elle agisse pas complètement comme on l'aurait attendu. Donc ça, c'est très important en fait, de définir l'univers des possibles avec le client. Donc c'est un des apprentissages, je pense, sur ce projet. Enfin, ce projet a confirmé une chose, c'est que dans des situations en fait concrètes, et ici qui plus est urgentes, les utilisateurs en fait acceptent très bien l'IA. Ils ont un vrai problème et ils ont une tolérance à converser avec une IA qui est assez forte. Donc tant qu'elle apporte une vraie aide, une vraie solution, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est le fruit, encore une fois, d'un travail d'orchestration entre de l'humain, de la donnée et des agents IA. Quentin, quelle est la suite maintenant ? C'est une bonne question, Quentin. Donc, non, plus sérieusement, on a lancé d'autres expérimentations ensemble. Plus que des expérimentations déjà en production avec Yampa, c'est Yampa qui analyse une bonne partie de nos flux d'emails, qui nous aide à catégoriser l'intention, donc à dire ok, c'est une thématique de comptabilité par exemple, et derrière ça nous permet d'aller assigner les demandes entrantes au bon agent. Donc là on parle vraiment d'écrit. Donc ce qui veut dire que Yampa, sans en faire trop la pub, peut aussi s'adapter à différents canaux, à la voix, à l'écrit. Bon, si un peu, ok. Non, on a aussi d'autres cas d'usage autour de la voix qu'on étudie, donc sur d'autres métiers, sur la gestion locative par exemple, pour traiter des appels, sur certains types d'appels de manière intégrale, au-delà de la copropriété comme on fait déjà aujourd'hui. Et globalement, ce qu'on va chercher dans tous nos cas d'usage qu'on veut déployer par la suite, c'est automatiser des interactions à faible valeur ajoutée, et pour que les équipes puissent se concentrer sur les actions, les situations les plus complexes, tout en impactant pas ou pas de manière significative l'expérience client, et voilà, que tout le monde s'y retrouve dans ces différents cas. Merci à tous les trois. Et Plaisir. maintenant, est-ce que vous aurez des questions pour nous ? Alors, est-ce que vous avez quelques questions ? Ou alors c'était hyper clair. Bonjour, j'avais deux questions. La première, c'était sur plutôt la reconnaissance de la voix de l'appelant. Parce qu'aussi bien, si on tombe sur une personne qui a 30-40 ans, l'expression peut être très claire. Si on tombe sur une personne plus âgée, ça peut être parfois plus difficile et plus difficilement intelligible. Comment l'IA gère ? Et la deuxième question, c'est comment vous faites pour appeler les prestats, pour les faire intervenir ? Alors, je vais m'essayer. Alors moi, j'étais assez surpris sur cette question, justement. Mon hypothèse, c'était que l'IA allait probablement moins bien comprendre qu'un humain. Et à l'écoute d'enregistrement d'appels, bizarrement, l'IA comprenait mieux que moi ce que je comprenais de l'enregistrement. Donc, j'ai pas eu de cas de personnes. Alors, j'ai eu des cas de personnes âgées et ça fonctionnait très bien. Mais vous avez parfois des gens qui parlent pas forcément bien le français, étrangers, qui vont communiquer en français et ça fonctionne très très bien. Donc ça a été un vrai apprentissage pour moi pour le coup. Je pensais que ça allait être un bloqueur et ça allait encore moins que dans une conversation entre deux humains. La deuxième question, c'était sur l'appel au prestataire. Donc avec notre plateforme, d'orchestration, on est capable en fait, une fois que l'appel est clôturé, avec donc toutes les vérifications qu'on a vues, si la situation est urgente, on est capable de déclencher directement un appel à ce prestataire qui répond, et là c'est un humain qui répond derrière et qui va converser avec ce deuxième agent, et ils vont s'entendre ou pas sur une date d'intervention. Si l'intervention est validée par le prestataire, ça va déclencher l'envoi du SMS de confirmation, etc. Et peut-être pour compléter, je pense que le plus dur, c'est peut-être pas la reconnaissance de la voix, mais c'est la gestion des temps morts, des silences. Peut-être que des personnes âgées peuvent parler plus lentement ou faire des grandes pauses, et là, l'agent peut repartir. Donc c'est le plus compliqué à gérer, j'ai l'impression. Ouais, effectivement, ça c'est un très bon point.
la conversation entre humains est quelque chose de complexe déjà. Et entre une IA et un humain, c'est encore plus complexe. Donc techniquement, il y a des challenges qu'on a eu au début de l'existence de Yampa. Et aujourd'hui, on a une vraie fluidité dans les échanges. Effectivement, il y aura toujours des moments où, on l'a vu pendant la démo, hein, on a une personne qui se met à parler avant que l'IA ait fini sa phrase. Et l'IA est capable, quand elle est bien paramétrée, est capable en fait de se relancer au bon moment. Donc il y a une grosse question qui se joue là-dessus et voilà, et des différences aussi entre certaines solutions qui vont naître de cette capacité à bien gérer les échanges et la fluidité. Oui, bonjour. Merci pour votre intervention et l'exemple qui est très parlant et utile pour le déploiement. Je revenais juste sur la démo et c'est une question pour vous, Quentin. Moi, je m'interroge sur le fait d'avoir un cas qui est un peu alarmant à 3 heures du matin, un samedi soir, d'avoir une fuite d'eau au-dessus de mon plafond. Je comprends la problématique de la contrainte de la permanence de nuit. Autant je comprends que je puisse être détecté par une IA au départ pour détecter si c'est un vrai cas d'urgence, autant j'aurais fait une escalade dans ces cas-là vers un humain. Moi, j'ai pas envie de donner, d'expliquer qu'en fait, je vois pas si c'est chez mon voisin, à l'étage, etc. Et en fait, dans des situations aussi urgentes et extrêmes, moi, j'ai envie que ce soit un humain qui soit derrière et pas un robot. Par contre, j'appelle à 2 heures du matin parce que j'ai un petit problème de serrure ou quoi que ce soit. Ok, pourquoi pas. Voilà, ma question est plutôt là. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là sur l'émotion, la charge émotionnelle du cas rencontré ? Alors, au-delà de la charge émotionnelle, si c'est une vraie urgence, type il faut appeler la police, les pompiers, etc., l'IA le gère et envoie. On n'est pas compétent entre guillemets, non, mais dans tous les cas, même un humain. Après, nous, c'est pas des retours qu'on a eu, en tout cas de la part de nos clients, ce manque d'empathie. J'ai pas envie de dire ça parce que l'IA est empathique, mais en tout cas, le manque d'humain, c'est pas quelque chose qui est ressorti dans nos écoutes et dans nos analyses, en tout cas. Donc je retourne un peu à la question. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir un humain à ce moment-là? En fait, là, la situation, l'avant-après, en fait, c'est pas de prise en charge, finalement. Donc c'est une personne qui est face à une problématique urgente. Il est 1 heure du matin, ou il est un moment où, en fait, en temps normal, on va dire dans un syndic de copro normal, il n'aurait pas eu d'aide du tout. Et en fait, on peut considérer que c'est une solution qui peut vous paraître potentiellement détériorée ou que c'est pas selon les sensibilités. Mais la réalité, c'est qu'avant-après, il y a une prise en charge qui est faite. Et cette personne va avoir quelqu'un qui va pouvoir venir chez lui pour prendre en charge la fuite. Ouais, je me situe pas du tout sur l'aspect pragmatique des choses et de l'aspect de la prise en charge. Je me situe sur l'aspect expérience client, expérience utilisateur. Je n'ai pas envie que ça soit traité par un IA quand j'ai une urgence de ce type-là. J'ai envie de quelqu'un qui me rassure. Ce qui m'a manqué dans la démo, par exemple, c'est pour ça que je vous pose la question. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on va prendre en charge votre situation, ça va bien se passer. Et ça, l'IA ne le dit pas dans votre démo. Et c'est pour ça que je vous en parle. Et c'est la question, hein, on parle sur le salon que de l'hybridation, l'émotion plus intelligence artificielle. Et dans la démo, c'est ce qui m'a percuté, c'est qu'il y avait ce manque de prise en charge émotionnelle de l'humain. Je comprends mieux la question, merci pour les précisions. Alors c'est vrai que la démo ne le montre pas forcément, mais ça c'est quelque chose qui se paramètre aussi, entre guillemets, le niveau d'empathie. Et il y a des études qui montrent que globalement l'IA est plus empathique que les médecins. Donc j'ai envie de dire que c'est pas un vrai sujet. C'est une question de paramétrage. Mais en fait c'est un vrai débat et on ne trouvera pas la solution là. C'est que moi je pense que si une IA a plus d'émotion qu'un médecin, n'empêche que je sais que c'est une IA. Et donc il n'y a pas d'émotion. Ouais, bonjour. Alors moi je suis plutôt de l'équipe, si vous résolvez mon problème rapidement, je suis ravi, que ce soit une IA ou pas, donc chacun ses attentes. Par contre, il y a une question que je me pose, c'est sur le multiparty.
Parce que souvent, quand on a un dégât des eaux, on n'appelle pas un plombier tout de suite ou la copro, on va passer par son assurance, et c'est souvent tripartite entre copropriétaire, voire même propriétaire bailleur, assurance, copro. Là, vous êtes allé très vite à la solution, on vous envoie quelqu'un. J'ai un peu du mal à y croire personnellement là-dessus. Comment vous avez géré ça ? Déjà, on n'en voit pas systématiquement, donc d'où la qualification de est-ce que c'est une vraie urgence ou pas. Donc on n'envoie pas une intervention tout de suite. On s'assure que la personne est assurée, qu'elle est cliente, etc. Enfin, on ne lance pas à la légère les interventions, entre guillemets. Mais par contre, ce qu'il faut distinguer, c'est nous on appelle ça des interventions classiques, entre guillemets, des interventions vraiment urgentes. Et donc dans une intervention classique, on va contacter les différentes parties, demander des devis, faire toutes les étapes classiques, entre guillemets. Mais quand il y a une situation vraiment urgente, on a mandat, sans mauvais jeu de mots, pour lancer l'intervention. Et voilà, entre guillemets, quel que soit le tarif, on a des accords, donc c'est encadré. Mais on lance l'intervention directement et on voit après, parce qu'il faut résoudre le problème d'abord. Voilà, la recherche de fuite, il faut agir rapidement. Peut-être que derrière, il y aura d'autres actions, échange avec l'assurance pour être remboursé, ouvrir un sinistre, etc. Mais en tout cas, le plus important, c'est de résoudre le problème. Bonjour. Je me posais la question tout à l'heure, est-ce que l'IA a la possibilité de détecter des doubles problématiques ? On a eu le cas d'une fuite, si c'était une fuite sur un réseau électrique par exemple, et qu'on l'appelle uniquement pour la fuite, est-ce qu'elle a la possibilité de comprendre qu'il faut aussi peut-être contacter un électricien ou un autre corps de métier ? Je peux répondre. Alors la réponse courte est oui, je pense. Et tout ça, en fait, ça va dépendre de la configuration et de la profondeur des cas d'usage dont on va discuter avec le client. Dans ce cas-là, comme pour la démo, on a pris un cas simple et court en fait, pour pas trop vous faire patienter. Mais oui, on peut aller assez loin dans la recherche et ça va vraiment dépendre du client et de son attente en réalité. Donc on pourrait pousser très loin les vérifications, on pourrait configurer l'agent pour qu'il soit quasiment un expert technique en plomberie, etc. Mais là, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre qu'il y a une fuite qui atteint des parties communes. Et donc, si c'est de l'ordre des parties communes, mandat est en capacité d'envoyer un prestataire. Et à partir du moment où on sait que c'est pas dans une partie privée, que visiblement la fuite est abondante, etc., on va caractériser la situation d'urgence. Et ça suffit en réalité. Après, le prestataire potentiellement peut prendre le relais et apporter des vérifications complémentaires. Sachant qu'encore une fois, le rôle de l'agent d'astreinte, c'est surtout qualifier, dispatcher, c'est pas de savoir exactement techniquement ce qu'il faut faire. Et donc c'est aussi pour ça qu'on envoie un prestataire qui, pour le coup, est qualifié et c'est diagnostiqué de manière plus précise. Et le prestataire va appeler, en fait, pour ce cas d'usage, va appeler le client et potentiellement creuser le sujet et checker ses vérifications. Bonjour, petite question. Pendant la phase de cadrage, combien de cas d'usage avez-vous pris en compte en fait ? Donc dans ce cas précis, avec collaboration avec Manda, on a une dizaine de ce qu'on appelle de workflows qui vont comprendre des situations potentiellement urgentes. Donc on peut parler de problématiques d'ascenseur, d'électricité, de portes de copro qui s'ouvrent pas ou qui est bloquée, de fuite d'eau, de chauffage collectif, ainsi de suite. Et pour compléter, sur le traitement des emails on fait aussi avec Yampa, il y a une dizaine de catégories aussi. Donc en gros, il y a une dizaine de boîtes. On dit à l'IA, mets-moi le ticket dans la bonne boîte. C'est vrai que s'il y a 200 boîtes, c'est plus compliqué, mais ça peut marcher aussi. Bonjour et merci à tous pour la présentation. J'ai deux questions. Déjà, est-ce que vous savez vous connecter aux grands acteurs du marché sur les CRM ? Je pense à Salesforce par exemple. Et l'autre, c'est plutôt sur la partie qualitative des interactions avec les clients. Est-ce que vous avez un espèce de dashboard avec des remontées sur des interactions qui ne seraient peut-être pas à hauteur des attentes ?
Alors sur la première question, sur la connectivité de notre plateforme, la réponse est oui. Donc tous les principaux outils business, on s'y connecte très facilement, et qui plus est avec Salesforce. Et sur la deuxième question, alors oui, on a mis en place en fait tout un processus de validation. Quand on déploie un agent, on est capable de tester la qualité en fait de chaque version d'agent qu'on va déployer. Et donc ça fait partie un peu de cette boucle d'amélioration continue et de vérification qu'on va faire en fait à des intervalles de temps fixés pour s'assurer que effectivement il n'y a pas de déviation ou de régression majeure dans les échanges en réalité. Il me semble que la question était surtout en production, entre guillemets. Enfin, s'il y a des appels qui sont entre guillemets mal passés, on peut les réécouter, ils sont flagués, c'est ça la question? J'avais mal compris. Donc oui, la réponse est oui. Réponse courte. Une autre question? Oui, je voulais vous dire déjà, j'ai trouvé très intéressante la présentation. Enfin, moi, je suis président de CoPro et d'un conseil syndical et on a beaucoup de problèmes. Et c'est vrai on peut se reparler après si vous voulez. Oui, on est en train de changer. Donc, mais du coup, les fuites d'eau, c'est une vraie catastrophe dans les copropriétés. Et franchement, entre l'humain ou l'IA, ce qui est important, c'est d'abord d'avoir la réponse, l'intervention la plus rapide possible, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, quoi. Gros problèmes d'astreinte, etc., qui ne répondent pas. Voilà, donc ça, c'est un point intéressant. Alors après, je vais vous poser des questions, mais plus sur mon autre casquette, quoi. Business. Dans ma société, qui est Orange, on a beaucoup de clients. Et donc, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir plus d'informations sur le process de construction du service, et notamment de savoir est-ce que la construction des services nécessite l'écriture manuelle de tous les dialogues, ou alors est-ce que vous utilisez de l'IA générative aujourd'hui pour automatiser quand même une partie de la construction du service? Voilà. Comment vous faites? C'est quoi la plus-value là-dessus de votre solution? Alors, la réponse simple, c'est on s'adapte au cas d'usage et aux clients. Mais c'est pas, en fait, ce que vous avez vu dans la démo, c'est pas des dialogues qui sont préécrits. Hein. C'est pas déterministe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de borner, de cadrer le comportement général de l'agent IA, de lui faire respecter certaines étapes qui vont être considérées comme clés. Donc, il ne va pas complètement improviser, ça c'est clair. Mais l'idée, c'est pas de trop cadrer non plus. Donc on va vraiment s'adapter. Si vous avez des problématiques de façon de communiquer, etc., ça on peut l'affiner. S'il y a une phrase que vous voulez absolument que l'IA prononce, on est capable de le faire, mais on ne va pas rentrer dans des scripts. Voilà, sinon on perd toute la flexibilité et quelque part la valeur ajoutée que l'IA peut avoir. Donc c'est un... Et est-ce que c'est de l'IA générative? Évidemment, oui. Il n'y a pas de problème de réponse déplacée avec les IA génératives. Comment vous gérez ces problématiques? Non, alors ça c'est pareil. Nous, chez Yampin, on est agnostique quelque part au choix des modèles qu'on va utiliser, qui sont derrière, et donc l'IA générative. Ces modèles-là, de base, ne répondent pas de façon complètement aberrante. Et en plus, on va s'assurer justement que on va cadrer le comportement de l'agent et qu'il ne pourra pas dévier de ces règles-là qui sont fixées. Et en plus de ça, on va mettre en place des critères de validation qui vont s'assurer que c'est bien respecté en tout temps, voilà, pour garantir une qualité parfaite. Je crois qu'il y a une question devant. Je vais être la seule à parler sous. J'aimerais connaître c'est quoi le budget d'un tel déploiement, une fourchette, sans rien dévoiler. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un coût à l'appel, donc je pense que vous vous rémunérez dans un deuxième temps sur la partie des appels gérés par l'IA, juste par curiosité.
Sans rien dévoiler. Là, pour le coup, je vais peut-être prendre la main. On ne communique pas beaucoup sur les coûts, évidemment. Ce qui est le plus important pour nous, et on pourra en parler si vous avez des use cases à nous, sur lesquels vous voulez nous solliciter, mais le plus important pour nous, c'est de rentrer avec nos clients dans une démarche de partage de la valeur créée. Et comme le disait Quentin tout à l'heure, en fait, on part souvent d'une situation que connaît bien la marque sur ce que ça lui coûte, et derrière, charge à nous de trouver une solution de facturation ou de costing qui va lui permettre d'atteindre son objectif en termes de décroissance de ses OPEX. Moi, je veux juste insister sur un petit point, c'est que au-delà de la partie OPEX qui est assez évidente en fait avec de l'IA, et je pense que Quentin a mis le doigt dessus, ce qui est très important pour nous, encore une fois, et c'est pour ça qu'on a monté avec Baptiste et Marin Yampa, c'est qu'on veut vraiment aider les marques à essayer de trouver et d'atteindre des niveaux de qualité qui, pour le coup, aujourd'hui, sont extrêmement compliqués à atteindre avec de l'humain. Moi, j'ai un peu d'expérience en relation client, puis j'ai été CEO d'un gros outsourcer, et j'ai été pendant des années confronté aux marques à des comités de pilotage mensuels où on me disait ta qualité de service baisse, alors j'avais du turnover et ça remontait et ça redescendait, et j'avais un espèce de plafond de verre qu'on n'arrivait pas à dépasser. Et avec de l'IA et avec nos solutions, en fait, la vraie proposition de valeur qu'on a, c'est que la qualité va progresser dans le temps. Mais si vous voulez qu'on parle coût, on peut le stand D47. Est-ce que vous avez des use cases packagés, déjà prêts sur étagère, qui permettent de réduire en fait le délai de livraison et le bill client? Alors, je pense que vous avez compris qu'au cœur de Yampa, il y a une plateforme qui s'appelle chez nous Ycore, et qui est en fait une plateforme à la fois de conversationnelle et d'orchestration. Et grâce en fait à cette plateforme, on peut déployer des use cases on peut les déployer assez rapidement, de manière fluide, puisqu'on a intégré à beaucoup de solutions CRM. On a aujourd'hui des use cases qui sont, je ne sais pas si on peut appeler ça packagés, mais sur lesquels on est extrêmement sollicité par nos clients et sur lesquels on a une courbe d'apprentissage aujourd'hui qui est assez forte. Je vous en citais quelques-uns. Quentin parlait tout à l'heure de tout ce qui est qualification en amont, par exemple des appels. Donc on a un use case qu'on commence à déployer de manière très large chez nos clients, qui est du remplacement de SVI, et dans lequel on vient dans des solutions de téléphonie. Donc il ne s'agit pas de remplacer la solution de téléphonie, mais il s'agit à un moment de nous transférer les appels, de qualifier et de codifier l'appel, et ensuite de le remettre dans la CD ou de traiter si on est capable de traiter l'appel en autonomie. Donc ça, c'est un use case sur lequel qu'on a déployé chez pas mal de clients. Donc on a une espèce de solution packagée, si vous voulez, autour de ça. On a la même chose sur l'email. On fait ça beaucoup dans l'univers Zendesk ou Front. Spoiler. Comment ? Spoiler. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait chez Manda ou avec du Salesforce. On a un cas d'usage qu'on est en train de déployer chez pas mal de clients, qui est un cas d'usage autour des appels de compliance, sur lequel on est capable de faire des appels en émission d'appel dans certaines conditions, pour valider un certain nombre d'informations dans des processus, par exemple dans des processus financiers, etc., etc. Donc en fait, on développe, au fur et à mesure des expériences qu'on a chez nos clients, on développe des solutions qu'on est capable de déployer assez vite chez nos clients. Après, les constats qu'on a mis sur les slides autour des difficultés qu'on peut rencontrer chez nos clients existent toujours, parce que un des sujets, comme vous l'avez compris, c'est la qualité de la documentation de vos processus, la qualité de votre data, etc., etc. Et je voudrais juste insister sur un petit point, c'est que le job d'Alexandre qui est là, c'est ce qu'on appelle chez nous déploiement de stratégiste. Et c'est justement parce qu'on est conscient qu'on a cette difficulté chez nos clients qu'on a créé en fait au sein de l'organisation une équipe de déploiement stratégiste qui va accompagner les clients à faciliter cette prise en main, etc.
Nous, on est absolument convaincus que la logique de plug and play sur ce qu'on fait n'existe pas et il y a un besoin d'accompagnement extrêmement fort chez nos clients et c'est pour ça qu'on a cette équipe de déploiement stratégiste. Bonjour et merci pour cette intervention hyper intéressante. Juste une question concernant le canal. Vous avez fait le choix du callbot. Je comprends la logique par rapport à des appels d'urgence. Donc généralement, on préfère parler qu'écrire. Est-ce que vous êtes quand même posé, après je ne sais pas si techniquement Yampa est en capacité de le faire, d'avoir une brique conversationnelle parce qu'à certains moments, ça peut être aussi une solution qui peut être privilégiée par des clients qui vont être rebutés à l'idée d'avoir au bout du fil une IA. Et donc, à certains moments, d'écrire et d'avoir des réponses par une IA, ça peut être aussi une manière de le faire accepter au plus grand nombre, finalement aussi. Alors, juste, je vais te laisser répondre. Je pense que j'ai pas été clair, mais la plateforme est complètement multicanal. Hein. Donc, on a la capacité à faire aussi bien de la voix que de l'email, que du chat, que du traitement sur les réseaux sociaux. Après, sur le choix de est-ce qu'on le fait par téléphone ou pas, je laisse Quentin le faire. Et la question, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas le faire par écrit, c'est ça ou... Notamment, ouais. Notamment, c'est de proposer un ensemble de points de contact qui, finalement, s'adaptent au choix de vos clients. Et certains vont privilégier l'appel, d'autres peut-être pas. Et ça permettrait potentiellement une adoption plus large de la solution. Enfin, alors oui, on pourrait complètement le faire. Mais ça, c'est plus une réflexion globale sur nos canaux de contact. Il y a déjà les canaux... le canal email, le canal voix. On réfléchit à mettre en place des chatbots par IA, donc basés sur une FAQ qui permettent de répondre correctement à la plupart des questions et d'escalader si besoin. Donc oui, on y réfléchit. Là, on l'a pas fait pour ce cas d'usage en particulier. Je suis pas sûr qu'on ait suffisamment de volume de contact sur ce canal la nuit, mais ça pourrait avoir le coup de creuser. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas ce canal, donc c'est difficile de dire. Mais on pourrait le généraliser la nuit et voir ce qui se passe. Après, c'est pas pour retirer à Yampa, mais il y a pas mal de solutions qui le font déjà de manière intégrée. Front, Zendesk, etc. ont des agents IA intégrés basés sur des FAQ, donc ça peut être aussi une opportunité. Mais voilà, c'est des sujets qu'on regarde en tout cas. Ok, merci. Une dernière question ? Juste une question, en tout cas merci pour la présentation et c'était très, très concret. Puisqu'on est sur l'expérience client, puisque c'est le sujet de ce salon, je me suis posé la question, est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi avoir choisi une voix féminine? Et du coup, bon, alors je comprends pourquoi on ne prend pas une voix d'enfant pour des cas un peu d'urgence, mais pourquoi pas une voix d'homme et pourquoi pas une voix de plus âgé, enfin voilà, c'est un peu ça. Et une question un peu plus technique derrière, c'est si le copropriétaire, on va dire le locataire, c'est quelqu'un qui est d'étranger, est-ce que le Vox, le callbox, il peut aussi comprendre? Je vais laisser la réponse à Yampa, je pense, parce que j'étais pas là au choix de la voix. J'étais pas là, Alors, j'étais pas été impliqué là-dessus. Si je dis pas de bêtises, Manda a une mascotte qui s'appelle Mandy. Alors je sais pas si elle est féminine, Mandy, ou elle est... non-genrée. Elle est non-genrée, donc elle n'a pas de voix. Mais apparemment, vous avez fait le choix, je pense, d'avoir une voix féminine. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, nous, on peut mettre des voix masculines et il y a des tonnes de voix qui existent. Donc ça, c'est vraiment le choix du client. La deuxième question était sur quelqu'un d'étranger. Donc la plateforme est capable de gérer du multilangue. Donc la réponse est oui. Il faut savoir qu'il y a des modèles de voix qui sont multilangues qui existent. Dans le cas de Nanda, par exemple, c'est pas le cas. Donc la voix s'exprime en français et si la personne veut converser en anglais, ça a été fait comme ça pour qu'elle s'exprime qu'en français. Mais c'est faisable. Encore une question ? Non. Donc vous pouvez retrouver l'entreprise sur le stand B47. Moi, je veux juste vraiment remercier Quentin, parce que c'est toujours un exercice compliqué.
Et je trouve que, encore une fois, je pense qu'il a vraiment donné un retour d'expérience très honnête et transparent. Et je pense que c'est probablement ce que vous attendiez tous. Donc merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Et merci à tous pour vos questions. Et